Mathieu Plane, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. économiste à l'OFCE. Alors, le gouvernement brise un tabou puisqu'il veut lancer un plan de départ volontaire dans la fonction publique. Mathieu Plane, dans le privé, ça a un nom, ça s'appelle un plan social. C'est ce que fait Alexandre Bompard chez Carrefour, là. 2400 départs volontaires. Oui, les mots sont similaires. C'est vrai que plan de départ volontaire, ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle un PSE, donc un plan social d'entreprise. Exactement. Il y a aussi une forme de communication autour de ça. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, un plan de départ volontaire dans la fonction publique. Alors justement, on est aussi dans un flou, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a aussi des techniques de management qui ressemblent un peu au privé, qui en fait vont peut-être potentiellement être appliquées à un secteur public qui ne connaissait pas ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'en tout cas, les mots plan de départ volontaire ressemblent à ce type d'opération. Mais alors, si c'est dans le privé, quand on accepte un plan de départ volontaire, on a un pécule de départ. Quand on est dans le privé, on a le droit au chômage. Donc tout ça pourrait être pourrait être proposé dans ce cadre de plan de départ volontaire aux fonctionnaires qui renonceraient à l'emploi à vie, du coup. En tout cas, bien sûr, ça serait la contrepartie, évidemment. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on connaît ni les tenants, les aboutissants en fait, de ce type d'opération. Ça n'a jamais été réalisé. En même temps, c'est vrai qu'il y a l'objectif qui avait été annoncé pendant la campagne de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires. Donc en fait, il y a quand même un plan de réduction qui est connu, qui se faisait plutôt par des non-remplacements de départ en retraite. Voilà. Là, on est sur quelque chose où, effectivement, on a citré potentiellement un certain nombre de fonctionnaires, en tout cas, à quitter la fonction publique, ou alors, peut-être certains contractuels, ça existe, on a déjà 20% à peu près des effectifs de la fonction publique qui sont des contractuels, et ces personnes-là pourraient ne pas être conduites, ou en tout cas partir plus tôt que prévu. Alors, on évoque ces suppressions de postes dans la fonction publique à un moment où on le voit dans les EHPAD, on manque de personnel, on le voit à l'hôpital, on manque d'infirmières, on le voit dans les prisons. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là entre les insuffisances des services publics et ces plans de départ volontaires dont on nous parle ? C'est là où on voit que les choses sont difficilement réconciliables. C'est-à-dire que, assez clairement, il y a la volonté de faire des économies budgétaires qui ont été annoncées. On parle de 3 points de PIB sur le quinquennat, avec une contribution assez forte de la masse salariale, donc de l'emploi public et des salaires. Et puis, de l'autre côté, des besoins qui sont importants. On le voit dans l'éducation nationale. On voit que maintenant... Alors là, ça ne s'appliquerait pas à l'éducation nationale. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous prenez aujourd'hui dans la fonction publique d'État, qui est le principal, finalement, embaucheur des fonctionnaires, parce que vous avez aussi la fonction publique territoriale, vous avez les collectivités locales, mais prenons juste la fonction publique d'État. En fait, il y a 3 ministères qui regroupent 80% des fonctionnaires. C'est l'éducation nationale, c'est l'intérieur et c'est la défense. Et on voit que c'est quand même des socles importants dans le socle républicain et dans le fonctionnement de la société et de l'économie même. Et donc on voit qu'on est plutôt face à des difficultés, c'est-à-dire effectivement l'éducation nationale. Aujourd'hui, on voit plutôt que le nombre d'élèves par professeur est plutôt plus faible que la moyenne européenne. On voit que dans le ministère de l'Intérieur, il y a des difficultés, notamment avec les risques terroristes. On voit que sur la sécurité extérieure et la défense aussi, il y a la volonté d'augmenter le budget. Donc il y a effectivement cette contradiction avec la volonté d'un côté de réduire les effectifs et des besoins qui sont forts, surtout dans les gros ministères. Alors en même temps, je ne vais pas me faire le porte-parole du gouvernement, mais il dit en revanche dans certains départs, je ne sais pas, par exemple en informatique ou à la gestion de paye, quand on fusionne de services, on peut peut-être, il va y avoir des postes supprimés. Et puis par ailleurs, alors ça c'est une autre idée du gouvernement, c'est d'embaucher des contractuels en disant finalement pour certaines missions on n'a pas forcément besoin d'être fonctionnaire. Est-ce que ça peut s'entendre ça ? Pour servir des repas à la cantine, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir l'emploi à vie. Alors ça c'est vrai, d'ailleurs ça existe déjà, c'est-à-dire qu'on voit le nombre de contractuels dans l'emploi public aujourd'hui autour de 20 à 25%. Un contractuel, ça veut dire qu'il n'a pas le statut fonctionnaire. Il a un contrat pour une durée déterminée et donc il peut être renouvelable ou pas. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est plutôt dans la fonction publique d'État, on en a moins. Mais par contre pour certaines missions, pour certains types d'emplois, effectivement on a des contractuels. Alors c'est plutôt des emplois peu qualifiés en général, c'est pas les plus qualifiés qui sont contractuels. L'idée de continuer à augmenter ce stock-là, pourquoi pas ? Après, il faut définir le périmètre. On voit que, par exemple, aujourd'hui, les collectivités locales recrutent à peu près dans leur recrutement, c'est à peu près une embauche sur 2 qui est faite sur un contractuel. Donc, on voit qu'on n'est pas dans un schéma où aujourd'hui, les recrutements se font essentiellement sur des fonctionnaires. Effectivement, les contractuels sont quand même importants. Leur part a plutôt tendance à augmenter.
Et du coup, il faut savoir effectivement où est-ce qu'on met l'accent. Ah, bien sûr que tout le monde est d'accord pour dire que là où il y a des progrès techniques, là on va numériser les choses. Effectivement, il va falloir soit reclasser certains fonctionnaires, soit diminuer les effectifs. C'est ce qui est déjà fait depuis un certain nombre d'années, on va dire depuis 2007 avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous semble la bonne méthode pour réduire la dépense publique, puisque c'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron, que de réduire la France, c'est 57% du PIB. Oui. On est champion mondial de la dépense publique. Alors, oui, et donc ça c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une part de la dépense publique dans le PIB qui est une des plus élevées la au plus monde, élevée même. avec la Finlande. Ouais. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de nous. Mais par contre, en fait, quand on regarde la part de rémunération, en fait, donc des fonctionnaires, de la masse salariale, en fait, on n'a pas une singularité là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la rémunération des fonctionnaires, et y compris des contractuels, c'est à peu près 20% de la dépense publique. Donc 80% de la dépense publique. Les dépenses de fonctionnement de l'État, ça n'est que 20%. C'est 20%. Donc, et 80%, c'est quoi alors et c'est essentiellement de la protection sociale. Et donc la singularité française... Les retraites, la santé, etc. Voilà. Et donc en fait, la singularité française, elle porte beaucoup plus là-dessus, c'est-à-dire les retraites qui sont mutualisées, qui ne sont pas des retraites avec des fonds de pension, le fait que la santé soit essentiellement publique. Donc ça fait une vraie différence par rapport à nos autres partenaires. On a aussi un budget de la défense qui est important, par rapport à d'autres pays, et une démographie aussi importante, ce qui nécessite aussi pas mal d'infrastructures, et notamment pour l'éducation, avec on a plus d'élèves par exemple que dans d'autres pays. D'accord, donc ça n'est pas forcément là qu'il y aura des gisements d'économie dans les modes de fonctionnement de l'État. En revanche, il y a une autre idée qui est derrière ce plan du gouvernement, c'est de se dire finalement, le privé parfois est peut-être plus efficace que le public pour réaliser certaines missions. Et on le voit à Paris. Anne Hidalgo a décidé de confier la gestion des PV, des amendes de stationnement, à une entreprise privée. C'est vrai qu'ils en distribuent plus que les pervenches publiques. Après, il y a des missions, il faut regarder effectivement l'efficacité, parce que en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, le coût n'est pas vraiment modifié. C'est-à-dire que si vous embauchez un contractuel, la modification, c'est que vous pouvez plus facilement ne pas le renouveler. Ce n'est pas un emploi à vie. Donc il y a toute cette question-là. Il y a la question de l'efficacité. Est-ce que, par exemple, on peut sous-traiter, ce que fait l'Allemagne ou le Royaume-Uni, un certain nombre de soins à des entreprises privées, dans les soins de santé. Et donc, effectivement, le périmètre public va diminuer, mais le financement reste le même. C'est-à-dire qu'il faut quand même débourser de l'argent pour le payer. Donc, effectivement, il y a certain nombre de choses à déterminer. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas un modèle parfait. Et puis, surtout, il y a quand même une question qui se pose, c'est que sur un certain nombre de métiers, il y a une question d'attractivité qui peut être posée. C'est-à-dire que des métiers de fonctionnaires, souvent, il y avait un arbitrage sur des missions de service public. C'était un emploi à vie, en contrepartie, effectivement, de missions spécifiques ou voire de rémunération peut-être inférieure à celle du privé. On le voit notamment dans les métiers les plus qualifiés. Donc, il y a des vraies questions derrière ça. Je pense qu'il ne faut pas seulement l'aborder d'un point de vue comptable, c'est-à-dire d'un point de vue budgétaire. Donc la Grande-Bretagne en revient. Elle a beaucoup sous-traité à des entreprises privées. Il y a eu des scandales, des faillites, avec des entreprises qui faisaient beaucoup de marge sur le dos de l'argent public à la fin. Et le risque, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'ouvrir au privé. On le voit que ça existe déjà en partie. Le risque, c'est qu'une entreprise privée a des besoins aussi de faire des marges, de la profitabilité, ce qui n'est pas forcément le cas du service public. Dernière question, Mathieu Plane. Là, on vient de parler de plan de départ volontaire dans la fonction publique. On a parlé, il y a aussi question de rémunérer au mérite. Il est question de flexibiliser le statut de fonctionnaire. C'est quand même beaucoup de tabous que brise le gouvernement. Est-ce qu'il ne risque pas d'attiser la colère des syndicats et qui serait relayée par la population qui quand même est attachée au service public à la française ? Alors, il y a bien sûr ce risque-là. Je pense que ce risque est calculé. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron de moderniser l'État, en tout cas de réformer l'État. On voit qu'on est aussi, on reprend des techniques de management du privé qu'on essaye d'appliquer au public, mais on voit que les missions ne sont pas les mêmes, donc ça pose un certain nombre de difficultés. Il y a la question de la mobilité, mais la mobilité, elle n'est pas évidente, même s'il faut l'inciter. Mais on voit bien sûr qu'il y a aussi une forme de communication derrière ça, mais derrière ça, il va falloir voir et redéfinir effectivement les missions de service public et comment on les finance. Merci beaucoup, Mathieu Plane, donc économiste à l'OFCE. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Comment la droite peut-elle se reconstruire ? France 5 diffusera dimanche soir un documentaire exceptionnel sur François Fillon, documentaire qui montre l'ambiance détestable qui régnait au sein des Républicains pendant la campagne présidentielle. C'est dans l'air est intitulé ce soir « La droite toujours hantée par le fiasco Fillon ».